Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat. Igloo avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Et deuxième volet de cette émission spéciale sur les métiers de l'immobilier. On y voit un peu plus clair après le premier volet, de la construction à la conception, plutôt de la conception à la construction, on le prend dans le sens qu'on veut. Qui fait quoi? Là, aujourd'hui, on va parler de la transaction à la gestion avec toujours le même invité. C'est le directeur général de Stradim depuis 30 ans, Francis Sebel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi président d'honneur du Cercle des juristes en droit immobilier d'Alsace, toujours? Exactement. Depuis toujours. la dernière émission, ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Alors on y va pour cette émission spéciale, donc pour éclaircir un peu tout le monde dans ces métiers un peu flous que sont parfois l'immobilier, de la transaction à la gestion, Cédric. Oui, parce que l'immobilier c'est une grande famille, mais on ne sait pas toujours qui fait quoi, on ne comprend pas toujours les frères, qui les fait quoi. sœurs, Il faut, cousin, cousine. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui des syndics, des gestionnaires et des agents immobiliers. Qui fait quoi, comment? On commence tout de suite. Francis, avec les syndics de copropriété, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur quelles sont les spécificités du syndic? À quoi il sert? Alors, le syndic de copropriété, c'est un rôle très particulier. C'est le seul qui s'occupe des parties communes d'un immeuble. Donc, vous savez que dans un immeuble, il y a des parties privatives, les appartements, pour schématiser, les parties communes, tout ce qui tourne autour des appartements, que peuvent être les couloirs, les caves, les greniers et les jardins autour. Donc, le syndic de copropriété, il représente le syndicat des copropriétaires et il va s'occuper, lui, de la gestion des parties communes d'un immeuble. Donc, il ne s'occupe pas du tout des parties privatives. On peut détailler ses missions et puis ses obligations surtout? Alors, les missions et obligations. Alors déjà, pour être syndic de copropriété, alors il existe la possibilité d'être syndic bénévole quand on est copropriétaire. On va laisser de côté. On va parler du syndic professionnel qui, lui, c'est une profession réglementée par la loi Houguet. On en reparlera avec les agents immobiliers, qui nécessite un certain diplôme, des assurances, des compétences professionnelles, l'inscription, une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce. Bref. Et beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Ah oui. Donc, sa première mission, c'est de se faire élire, parce qu'en plus, il doit être élu par l'Assemblée générale des copropriétaires, au minimum tous les 3 ans. Son contrat ne peut pas excéder 3 ans. Très souvent, c'est tous les ans qu'il remet son mandat en jeu. Donc, il doit d'abord se faire élire par l'Assemblée générale des copropriétaires. Ensuite, il va gérer les parties communes. Pour gérer les parties communes, il va récolter des fonds. Il va faire des appels de fonds auprès des copropriétaires qu'il va gérer, tenir la trésorerie, tenir la comptabilité du syndicat des copropriétaires et payer les dépenses courantes que peuvent être balayer les parties communes, sortir les poubelles, remplacer les ampoules, etc. Voilà, en gros, ses missions, obligations. Alors, les obligations, il a des obligations d'assurance. Il doit également assurer la copropriété. Il doit lui-même être assuré par rapport à sa responsabilité civile professionnelle, par rapport des erreurs, des dégâts qu'il pourrait commettre. Et il doit gérer en toute impartialité l'immeuble, faire en sorte d'établir des budgets prévisionnels, le tenir. Mais tout ceci est soumis chaque année à l'Assemblée générale. Il va demander un quitus à l'Assemblée générale. La fameuse. Donc, c'est assez réglementé, il est très suivi, il doit être très à l'écoute des copropriétaires qui vont l'embêter. Voilà, je vais prendre le terme assez régulièrement parce que il y a un chien d'un copropriétaire qui aboie ou qui fait ses besoins dans les espaces verts, etc. Donc c'est quelqu'un qui va avoir effectivement beaucoup d'empathie et oui, alors à part un devoir de police, il doit aussi avoir un problème des compétences techniques, parce que parfois il y a des travaux qui sont engagés par la copropriété et c'est lui qui les suit. Évidemment. Donc quand la copropriété prend un certain âge, ou quand il y a des différentes normes techniques qui s'imposent, rechercher de l'amiante, renforcer le côté thermique d'un immeuble, c'est lui qui va trouver les entreprises qui vont le réaliser et il doit suivre ces travaux et là aussi établir un budget prévisionnel, faire des appels de fonds aux copropriétaires. Et là aussi, la grande difficulté, c'est de faire en sorte que tout le monde paye, contribue aux charges de la copropriété à hauteur des millièmes, les millièmes représentant à peu près, peu ou prou, la taille de l'appartement et sa position dans les étages. Alors, pourquoi il y a autant d'incompréhension par rapport à ce métier qui est tellement mal aimé de syndic de copropriété? Parce que très souvent, on pense que le syndic va tout régler, notamment les problèmes de police, les problèmes de bruit de voisinage, de chiens, d'ampoules ou de tapis brosses qui disparaissent ou de voitures mal garées ou pas sur la bonne place de stationnement. Donc c'est souvent là qu'il y a beaucoup d'incompréhension, alors que le syndic de copropriété lui-même n'est pas copropriétaire dans toutes ses copropriétés, il n'y habite pas, donc ce n'est pas en faisant que quelques visites de temps en temps qu'il connaît toute la vie de la copropriété, que parfois les copropriétaires lui soumettent
lors d'une assemblée générale. Et là aussi, il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Il n'a pas d'agrément quelconque pour enlever des voitures épaves sur le parking, etc. Donc c'est parfois assez compliqué. Et pour beaucoup de ces actions, il a besoin doit d'abord les soumettre à une assemblée générale qu'il doit convoquer de manière ensuite à pouvoir engager les travaux. Donc parfois c'est relativement long. Donc à une chaudière à remplacer, ce genre de choses, s'il n'y a pas d'urgence, parce qu'il a effectivement il y a des mesures d'urgence qui lui permettent d'agir plus vite, mais sinon, effectivement, c'est toujours relativement long. Et pour les copropriétaires, c'est toujours trop cher, sachant qu'il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires, les entretiens des ascenseurs, des VMC, donc des choses où parfois les gens se disent mais pourquoi est-ce que chaque année on dépense de l'argent pour nettoyer les poubelles, désinfecter et l'ascenseur fonctionne très bien, pourquoi le faire vérifier tous les mois? Enfin voilà, c'est ce genre de choses où parfois il y avoir des incompréhensions. Oui, il y a aussi des brebis galeuses dans les syndics. Alors c'était ma question, comment on choisit un bon professionnel, un bon syndic? Attention. Encore une fois, bouche à oreille, renseignez-vous. Renseignez-vous, allez voir comment ça se passe dans d'autres copropriétés. Et là aussi, n'hésitez pas, chaque année, avant l'Assemblée générale, de proposer un autre syndic de copropriété si vous n'êtes plus satisfait du vôtre. Encore faut-il qu'il soit élu, que votre candidat soit élu. Mais pour ça, c'est assez simple de faire les sonnettes et de faire en sorte que tout le monde adhère avant même la tenue de l'Assemblée générale. Faire un peu campagne. Oui, et puis sinon j'ai des noms de... Non, je plaisante. La proximité joue beaucoup. Et maintenant, peut-être un bémol, on connaît il y a de grandes enseignes nationales qui font le métier de syndic. Vous pouvez être extrêmement content d'une agence qui est à 10 km de l'autre et mécontent de l'autre. C'est une question de genre. C'est un tutu personnel, vraiment. Sachant qu'il y a le représentant du syndic de copropriété qui est la personne qui anime les assemblées générales et qui vient de temps en temps sur place voir si le bâtiment est propre, si les contrats d'entretien passés ont été bien respectés. Et il y a également toute la partie comptable en aval, qui également doit faire les appels de fonds correctement, les prévisionnels correctement. Donc c'est un métier un peu complexe, un peu multiforme, sachant que on parle d'énormément de tâches qui ne sont pas forcément hyper bien rémunérées. C'est pas hyper valorisant. Donc c'est un métier assez ingrat, il faut le dire. C'est un métier un peu qui n'attire plus les jeunes d'ailleurs. Oui, c'est un métier un peu d'épicier, on a beaucoup d'emmerdes et on gagne des centimes sur chaque lot de copropriété. Alors l'addition des centimes peut faire gagner de l'argent, mais c'est assez... Et là où c'est complexe par rapport aux grandes enseignes ou aux enseignes de proximité, c'est également en fonction de la taille de la copropriété. Il faut bien réfléchir aussi, petit immeuble, grands ensembles immobiliers, les compétences chez les syndics ne sont pas forcément les mêmes, donc il faut un peu réfléchir et pas prendre un petit cabinet peut-être très paternaliste pour lui confier un ensemble de 300 logements composés de 6 bâtiments, il n'y arrivera peut-être pas. Et inversement, inutile de prendre une très grosse enseigne pour une petite copropriété de 6 logements. Voilà. Ok, pour le métier du syndic, on passe au gestionnaire. Alors gestionnaire. Alors, quelles sont ses spécificités? Alors gestionnaire, très souvent, on retrouve au sein des cabinets de syndic des gens qui s'occupent de la gestion immobilière. Donc, sachant que le gestionnaire immobilier, il fait exactement l'inverse que le syndic, c'est-à-dire lui ne s'occupe que de la partie privative d'un appartement et pas du tout des parties communes. Donc, le gestionnaire, c'est tout simplement quelqu'un à qui vous confiez la gestion de votre bien, en partant du principe que vous n'y habitez pas. Donc vous avez hérité, vous avez acheté, vous avez déménagé ou vous avez investi dans l'immobilier, neuf ou ancien, peu importe, immobilier professionnel ou immobilier de logement, et vous voulez confier la gestion immobilière à un gestionnaire. Donc c'est ce gestionnaire immobilier, là aussi, profession réglementée, loi Hoguet, compétences nécessaires en termes de diplôme, en termes de carte professionnelle, en termes de garantie. Là, il faut une garantie de restitution des fonds parce que forcément, ce gestionnaire immobilier, il va encaisser les loyers pour le compte du propriétaire, il va payer les charges de copropriété si le bien est en copropriété, il va payer les menus dépenses de balayage, d'entretien, d'électricité et autres, et il va restituer dans un compte-rendu de gestion tous les mois, tous les trimestres, minimum une fois par an, au propriétaire, les fonds restants une fois, donc loyer encaissé, moins dépenses payées. Donc, cela permet à soit quelqu'un qui est multipropriétaire de biens immobiliers, de ne pas s'en occuper personnellement, mais de déléguer la chose à un cabinet de gestion, à quelqu'un qui investit dans l'immobilier et il se réfère juste à un rendement, ne veut pas connaître la tête de ses locataires, ne veut pas s'occuper de l'entrée des lieux, ni dans la recherche de locataires, etc. Ça permet à quelqu'un d'être totalement déchargé de la gestion de son bien immobilier, des rapports avec son locataire, en ce sens que le gestionnaire, pour qu'il soit payé, il est payé sur les encaissements, donc un pourcentage sur les encaissements.
Donc il n'est payé que s'il y a encaissement. Et pour cela, il faut d'abord qu'il trouve un locataire qui paye un loyer. Donc tant que le bien est vide, le gestionnaire ne sera pas payé. Donc le gestionnaire, effectivement, s'occupe également de trouver le locataire, de trouver un bon locataire pour être sûr qu'il paye, qu'il ne dégrade pas, parce que sinon ça risque de retomber sur la responsabilité du gestionnaire. Donc trouver un bon locataire, ensuite faire en sorte que les loyers soient encaissés pour que lui-même puisse être rémunéré. Et puis dire aussi que c'est de plus en plus complexe de gérer son logement parce qu'il y a énormément de normes et de règles. Donc c'est bien de faire appel à un professionnel qui les maîtrise et les connaît et qui a une obligation contractuelle. Comment je choisis un bon gestionnaire? Comment je sais que c'est un bon? Il y a eu un blanc là d'un coup. Dire, comme tout à l'heure, bouche à oreille, compétences. Après, très souvent les gestionnaires, on les trouve ou au sein des agences immobilières dont on a parlé tout à l'heure, ou au sein des cabinets de syndic gestion. Avec lesquels vous avez déjà peut-être des relations par ailleurs. Si vous connaissez déjà le cabinet parce que vous êtes déjà copropriétaire d'un appartement, peut-être qu'au sein de ce cabinet, il se trouve un bon gestionnaire aussi. Encore une fois, c'est très intuitif personnel. Il y a des... Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je dirais quelqu'un qui est réactif. Oui. Parce qu'en fait, les dégradations entre relations locataires et propriétaires, elles commencent lorsque le locataire fait 1, 2, 3, 4, 5 demandes et après c'est la loi du talion. Puisque tu n'as pas répondu, alors ça je m'en occuperai pas. Oui. Donc il faut beaucoup de réactivité. Oui. Et après être assez engagé aussi, parce que c'est pas juste faire boîte aux lettres entre le propriétaire et le locataire. De temps en temps, il faut se déplacer. De temps en temps, faut répondre. Et puis de temps en temps, faut dire au locataire, là, vous outrepassez les règles. Et puis, il faut dire au propriétaire, là, vous avez des obligations. C'est ça. Donc, notamment en termes de travaux à réaliser, si le locataire a une fuite d'eau, il faut se déplacer, il faut aller voir, éviter qu'il y ait des dégradations et pas tout de suite rentrer dans des débats. C'est à qui de payer, qui a fait que, est-ce que c'est un joint, il faut intervenir. Là, il faut que le gestionnaire soit très proactif. Parce qu'une fois qu'il y a des dégradations qui se font sur un appartement, non seulement on aura des difficultés à le louer ou le locataire risque de partir ou de ne plus payer le loyer, mais également à fur et à mesure, si l'appartement n'est pas bien entretenu, il va se dégrader, il va se louer de moins en moins bien, de moins en moins cher et peut-être à des locataires de moins en moins regardants. Donc, si le propriétaire veut sauvegarder son patrimoine, peut-être un jour encore réaliser une plus-value en vendant son patrimoine, il faut qu'il soit bien entretenu et là, un bon gestionnaire peut l'aider. Allez, dernier métier, en plus on est un peu dans l'actu avec Stéphane Plaza. L'agent immobilier, là, je ne pouvais pas m'empêcher. Hein. Alors, sur les compétences, on reste professionnel. Hein. Vous voulez qu'on parle de Stéphane Plaza? Alors, on reste professionnel. Alors, les spécificités de l'agent immobilier, à quoi il sert? C'est une question que les gens posent souvent. Alors, l'agent immobilier, en fait, c'est un intermédiaire. Les gens ont parfois tendance à l'oublier, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire le bien qu'il vous offre à la vente, il n'en est pas propriétaire, il ne deviendra jamais propriétaire, il n'est pas marchand de biens. Donc, c'est quelqu'un qui a un rôle d'intermédiation, de négociation, parce qu'il faut qu'il trouve d'abord un bien que quelqu'un veut vendre et doit négocier avec le vendeur du bien pour rentrer un mandat à un bon prix. Et une fois qu'il a un mandat, c'est-à-dire il est missionné pour mettre en vente ce bien, mandat exclusif, il est seul, mandat simple, le propriétaire peut donner un mandat à différentes agences immobilières. Il a ce mandat, ensuite à lui de trouver un potentiel acquéreur pour ce bien. Et donc il a cette double casquette et ensuite également dans la négociation, s'il a une offre de la part d'un client, faire remonter cette offre et essayer de négocier avec le propriétaire du bien. Donc il a vraiment un rôle d'entremise et dans ce rôle d'entremise en tant que professionnel également, et c'est en ça qu'il est très important aujourd'hui de confier les missions de vente à un professionnel, un agent immobilier et ne pas essayer de vendre par soi-même. C'est que les contraintes réglementaires sont de plus en plus compliqué et l'agent immobilier, alors il est couvert par des assurances pour cela, mais il connaît également de par sa compétence ce qu'il faut produire comme document entre la loi Carrez pour justifier des mètres carrés, entre les diagnostics par rapport à l'amiante, par rapport au plomb, par rapport à l'électricité, par rapport au branchements sur les canalisations publiques, etc. Franchement, faites confiance à un agent immobilier qui fera tout ça pour vous et va amener un dossier complet. Si un jour il a trouvé effectivement un candidat à l'acquisition, c'est lui qui va monter le dossier complet, qui va amener au notaire pour que la transaction se fasse le plus rapidement possible et qu'on ne commence pas à se poser la question au moment de la signature définitive. Ah oui, mais tiens, on m'avait pas dit qu'il y avait une servitude, vous n'aviez pas vu ci, et je savais pas que je pouvais pas construire de piscine dans le jardin parce que le PLU ne l'autorisait pas, etc. L'agent immobilier va défricher tout cela bien en amont par rapport à l'intervention du notaire, de manière à ce que la transaction se sécurise. Il va évidemment également regarder les moyens financiers de l'acquéreur potentiel et va rentrer en relation avec le banquier que lui indiquera le candidat à l'acquisition pour être certain que
on ne signe pas un compromis qui ne servira à rien, parce qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, il n'y aura que des refus de prêt pour ce potentiel acquéreur. Donc, si vous voulez que l'affaire se fasse vite et bien, et de manière certaine, avec une certaine efficacité, il vaut mieux utiliser un agent immobilier professionnel. Et un bon. Alors, l'inconvénient pour l'agent immobilier n'est payé que sur la base d'une transaction réalisée, c'est-à-dire une vente définitive qui n'est plus susceptible d'être cassée par une action résolutoire ou autre. Ce qui veut dire qu'entre le jour où on lui confie le bien à vendre et le jour où l'agent immobilier sera rémunéré, il peut se passer au bas mot, grand minimum 3 mois, je crois que ça n'existe plus, mais plus souvent 9 mois. Donc c'est énorme. Et toutes les affaires qui n'aboutissent pas, il n'est pas payé. À l'inverse, à ce même agent immobilier... Pas pour le moment, elles finissent par aboutir. Oui, mais très souvent, le propriétaire qui a confié le bien à vendre par mandat, il donne un mandat de 3 mois renouvelable, 3, 6, 9, et à un moment donné, il va se lasser, il va dire, j'ai trouvé un autre agent immobilier, toi t'es pas bon, tu m'as trouvé personne. Stéphane Plaza est passé par là, je vais confier à Stéphane Plaza, il est plus drôle, il est plus rigolo, je vais les confier à lui, il passe à la télé, il va trouver plus de clients. Et l'agent immobilier aura fait tout ça pour rien. C'est le jeu aussi. Tout à fait. Le problème, c'est qu'à l'inverse, la réglementation veut qu'il soit très transparent. Donc, par rapport au diagnostic, par rapport aux servitudes d'urbanisme, par rapport à la constructibilité, possibilité de rehausser le bâtiment, par rapport à ses branchements et à tous les diagnostics de caractéristiques de l'immeuble qu'il met en vente, il doit être hyper transparent. Donc, vous voyez un petit peu le paradoxe, c'est que des agents immobiliers peuvent se dire « je ne suis payé que si je trouve un client, je me dois d'être très transparent ». Peut-être qu'en étant un peu moins transparent, je trouverai plus rapidement un client. Voilà, un peu le dévoiement qui peut exister. Ouais. Sachant qu'il est également difficile pour lui, il n'est pas propriétaire du bien qu'il fait vendre, il est soumis à un mandat qui a une durée de vie limitée. Le même propriétaire pour le même bien peut être dragué par d'autres agents immobiliers. C'est 3 mois, 6 mois ? Oui, c'est 3 mois. On a fait des émissions ici sur ce métier, oui. Et notamment sur le bon prix, parce qu'il y a des agents immobiliers qui vendent trop cher, qui veulent vendre trop cher, qui fixent avec le vendeur un prix qui est beaucoup quitte à renégocier au-dessus du prix du marché. Tout à fait. Oui, mais on peut se lasser aussi parce qu'on ne vend pas à cause d'un prix trop Bien sûr, élevé. Mais le jeu peut également être pour l'agent immobilier pour rentrer en mandat, se dire le propriétaire en veut 1 million, je vais lui dire ok, je prends le mandat 1 million. Si au bout de 3 mois, je n'ai pas trouvé de client, je me fais fort de négocier avec lui pour descendre à 900 000, à 850 000. En attendant, j'ai rentré le mandat. C'est ça. Et l'autre agent immobilier plein de bonne foi qui dira dès le départ, ça ne vaut pas ce prix-là, ça vaut que 900 000, il se fera éluder parce que l'autre lui a, entre guillemets, promis 1 million, mais ce n'est qu'un mandat, c'est pas un client. Voilà. Bon, donc il y a un jeu un peu. J'ai mon avis sur la question. Voilà. Ah, on peut pas l'avoir, votre avis sur la question, Stéphane ? Alors, je vais être un peu plus incisif. Ce que vous voyez avec Stéphane Plaza, c'est de la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'ai rien contre lui, c'est un gentil garçon, entre guillemets. No comment. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Non, mais je plaisante quand je dis ça, je suis ironique. Mais si vous voulez, il n'a pas donné une bonne image de la profession, du métier. Parce que les gens s'imaginent que c'est ça. Il ne fait rien, c'est de la télé. Oui. Mais c'est pas un bon professionnel, c'est un mec qui vient les mains dans les poches, qui sourit et qui fait rire les mecs. C'est pas ça le métier d'agent immobilier. Donc la problématique, c'est que tous les jeunes qui le voient, ils disent je viens les mains dans les poches, je souris et je pense que ça va se vendre. Je crois que c'est un métier de com, c'est pas un métier de com, c'est un métier de besogneux. Un bon agent immobilier, je vais vous le dire, il sait travailler 4-5 mandats, pas plus. Par contre, il va les signer en mandat exclusif pour pas avoir un autre intervenant qui va travailler, piquer le marché. Voilà, qui va lui piquer le marché. Il va signer 4 ou 5 mandats. Il va travailler ces 4 ou 5 mandats. Il va faire les commerces du coin. Il connaîtra ces 4 ou ces 5 maisons ou appartements. Il les connaîtra par cœur. Il connaîtra le quartier par cœur. Il saura exactement où sont les écoles, où sont les commerces, où sont les transports en commun. Et il va vraiment travailler son fichier. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'avec Internet, etc., on peut rêver à des grandes agences qui vont vous dire nous, on a un fichier Internet qui nous permet d'arroser la France entière. D'accord. Mais celui qui va acheter un appartement à Bruch-Wickersheim, il va pas se réveiller un jour à Rennes en disant je vais acheter à Bruch-Wickersheim. Donc là aussi. Alors Bruch-Wickersheim, pour les Bordelais qui nous écoutent, ça parle pas du tout. Et je pense que les mecs, ils pensent juste éternuer pendant l'émission. De la France profonde, pas de problème. Ceci dit, il y a très peu de Bordelais qui nous écoutent. Donc les métiers de. Les grands communicants qui font état de leur grosses liaisons Internet, etc., de leur réseau à travers la France. Oui, mais il faut travailler local aussi. On va être simple. Un agent immobilier, déjà, il vient avec un stylo et un papier. La première fois que vous le voyez, il vous explique pourquoi il vous le propose à ce prix-là, parce qu'il a toute une étude de marché. Donc là, déjà, vous éliminez 2 tiers déjà.
Ensuite, si vous voulez croire aux licornes, bah vous y croyez. Mais en tout cas, en l'occurrence, il vous dit le prix du marché, c'est ça. On peut le vendre 5 ou 10 000 euros de plus si vous le souhaitez, mais si vous voulez le vendre vite, eh bien, c'est à ce prix-là. Il prend en exclusif parce qu'il estime qu'il est au prix du marché. C'est ça. Et généralement, quand vous dites, bah, peut-être qu'il y a un imbécile qui se lève tous les matins, ça n'existe plus avec Internet. Les gens sont capables de faire un état du marché tout seuls, comme des grands. Ouais. Et vous pensez que vous allez tomber sur un imbécile qui va vous acheter votre bien à un prix d'américain, vous rêvez. Vous allez juste perdre du temps. Et c'est très agaçant pour nous, professionnels de l'immobilier, de voir ça, parce qu'il y a des gens qui traînent à vendre un bien, à vendre un immobilier et qui espèrent un prix qu'ils n'auront jamais. Et généralement, dans la tête, ils ont déjà dépensé le prix qu'ils n'auront jamais. Alors, c'est pire encore psychologiquement. Et qui diront, oui, mais le nouvel agent immobilier, il a fait de belles photos, un joli film, il a fait circuler un drone, et puis il a un super site internet avec X personnes qui le voient. Oui, mais ça ne fait pas des clients. Bon, mais c'est déjà pas mal. On va enchaîner parce qu'il y a le notaire qui attend. Allez, le notaire. Dernier point. Alors, pourquoi le notaire ? On ne va pas parler du notaire, de la mission du notaire. Le notaire en tant que, entre guillemets, agent immobilier, qui fait de la transaction. Donc, et là, très rapidement, Francis, s'il vous plaît, parce qu'en Alsace, les notaires qui font de la transaction, c'est très peu. C'est très peu, mais comme on est écouté partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc le notaire, effectivement, peut faire de la transaction, mais c'est plutôt à titre accessoire par rapport à son métier d'origine. C'est un officier public quand même qui est là pour authentifier des actes, pour passer des actes, pour leur donner date certaine, pour les rendre exécutoires. L'intervention des notaires, effectivement, dans le notariat, il peut y avoir des gens qui sont dévolus à l'activité d'agent immobilier. Ils interviendront de la même manière que les agents immobiliers. Sous couvert du notariat, qui est donc là aussi professeur réglementé, qui a des assurances, qui a des garanties professionnelles, comme l'agent immobilier. On ne s'est pas beaucoup étendu là-dessus. Mais donc, les mêmes conditions de sécurité sont données à un client qui s'adresse à un employé du notariat qui fait de la transaction immobilière qu'un agent immobilier. Après, il est vrai que le notaire, en vieille France, parce qu'en Alsace, ça ne se pratique pas tellement, le notaire peut mettre en avant sa respectabilité pour dire « moi, je ne suis pas comme Stéphane Plaza, je suis beaucoup plus respectable, vous pouvez me faire confiance, etc. » Oui, mais bon, ce n'est pas ce cher maître qui fera la transaction, c'est un de ses employés. Donc, on va dire c'est à peu près équivalent que si vous adressez à une agence immobilière. Et ben voilà. C'est tout simple. Et pourquoi il y a moins de notaires qui s'adonnent aux transactions en Alsace ? Alors, on a encore un droit local en Alsace-Moselle qui fait que les études ne se transmettent pas de la même manière non plus en Alsace-Moselle par rapport au reste de la France. Et la Chambre des notaires n'a pas voulu développer l'activité d'agence immobilière. Donc, on a un peu un microcosme local qui fait que notre propre chambre, nos propres règles, nos propres règles d'attribution, il n'y a pas non plus de vénalité des charges. C'est un tout. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Réécoutez l'émission d'avant donc pour ces différents métiers de l'immobilier. On a débroussaillé le terrain, on va dire. Et là, c'était la transaction à la gestion et auparavant, l'émission d'avant, de la conception à la construction qui fait quoi. Merci messieurs, merci Francis Ebel. Bonjour à tout le monde du côté de Stradim. Merci. Et bonjour à tout le monde du côté de votre groupe également, Cédric Simon. Merci. Sur topmusic.fr, Igloo On Air, bien sûr. Et toutes les émissions, vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Igloo On Air, igloonair.com, sur les réseaux sociaux. Igloo On Air, c'est sur Facebook et sur les plateformes de podcast également. Presque 300 émissions sur le site bientôt. Voilà, on est bientôt à la 300e. Bientôt 300e. Ça approche doucement. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Au revoir.